Et on poursuit avec Charles Danjou, le président fondateur d'Omerta Media, pour parler du dernier numéro d'Omerta qui va s'afficher à votre écran dans un instant. Je vous montre en attendant. Voilà, merci Franck. On parle donc des anti-mondialistes et patriotes qui partent à la reconquête de l'Europe. Charles Danjou, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte, bonjour à tous. Alors merci aussi pour ce numéro, puisque souvent on est assez consterné de pouvoir décrypter l'actualité, notamment l'actualité politique. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont très inquiets. Et là, ce que vous nous apportez avec ce dernier numéro d'Omerta, c'est quand même un vent d'espoir. Et puis vous décryptez cette montée des antimondialistes au sein de l'Union européenne. Donc il y a quand même peut-être de beaux jours qui se dessinent. Oui, c'est une vague de fond. Alors, dans certains pays de l'Union européenne, je dirais les patriotes, les souverainistes ont déjà pris le pouvoir. C'est le cas de Giorgia Meloni, c'est aussi le cas de Viktor Orban. Certains viennent de prendre tout juste le pouvoir. C'est le cas de Karol Nawrocki, le nouveau président polonais qui a été élu en juin dernier. Et puis d'autres sont, je dirais, aux portes du pouvoir, ont connu certains échecs. Évidemment, en France, il y a le cas du Rassemblement national, mais on peut aussi reparler de la Roumanie et du candidat George Semion, dont l'élection, je dirais, a été largement contestée. Et voilà. Et on a choisi de traiter cette problématique en se rendant dans plusieurs pays d'Europe. Je le disais, la Pologne, l'Italie, la Hongrie, mais aussi l'Angleterre, où on a rencontré Tommy Robinson. Tommy Robinson, alors c'est pas, je dirais, un dirigeant politique, mais c'est un influenceur qui a organisé la marche des Patriotes, vous savez, cette marche avec des centaines de milliers d'Anglais qui ont sorti les drapeaux au mois de septembre dernier, et qui, je dirais, avec Nigel Farage aussi, se prépare au combat électoral qui aura lieu bientôt. La colonne vertébrale, parce que c'est vrai qu'il y a des nuances entre toutes ces personnalités, chaque pays a ses propres problématiques, ses propres intérêts, mais c'est que effectivement il y a une remise en cause et une opposition au mondialisme. Le mondialisme, évidemment, si on peut le personnifier en Europe, c'est Ursula von der Leyen, et c'est certains grands dirigeants européens, dont Emmanuel Macron. Et donc aujourd'hui, l'ancien clivage, je dirais gauche-droite, on le démontre dans le magazine, en parcourant l'Europe et en discutant, en interviewant ses responsables politiques. Il n'est plus tout à fait pertinent. Aujourd'hui, il y a un nouveau clivage politique qui est celui de mondialistes ou antimondialistes, d'européistes ou de souverainistes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parmi les personnalités que vous interrogez, et donc notamment, voilà, vous dressez le bilan de Giorgia Meloni, vous interrogez Matteo Salvini, il y a ces personnalités qui, tout en étant anti-mondialistes, s'inscrivent, en tout cas ont le désir de s'inscrire au sein de l'Union européenne. On est souvent quand même confronté à cette idée que si jamais on veut pouvoir poser nationalement des choix anti-mondialistes, eh bien il faut se défaire de l'Union européenne. On voit des dirigeants qui font le pari de la réformer de l'intérieur, et donc avec même l'émergence de ces nouveaux partis européens qui finissent par peser réellement à cette échelle. Oui, absolument. Dans les responsables politiques qui critiquent l'Union européenne, le pouvoir de Bruxelles, il y a évidemment ceux qui prônent la sortie pure et dure de l'Union européenne, et puis il y a ceux qui ont décidé de s'en accommoder, qui ont décidé de jouer un peu avec le système et je dirais, de peser de l'intérieur. Et c'est le cas de la plupart de ceux qu'on a rencontrés, c'est-à-dire que tous sont élus. Je disais, on a rencontré par exemple Matteo Salvini, qui est vice-président du Conseil des ministres italien, c'est-à-dire qu'il est vice-premier ministre. Et lui était effectivement beaucoup plus dur à l'égard de Bruxelles. C'était un régionaliste que Giorgia Meloni. En fait, la stratégie qu'ils ont construite, c'est comprenant que la sortie de l'Union européenne allait, je dirais, électoralement, était risquée. Ils ont fait le pari de s'en accommoder et de dealer en fait avec Ursula von der Leyen et d'imposer un espèce de rapport de force qui d'ailleurs de la part de Giorgia Meloni est assez malin, parce que la diplomatie italienne s'appuie à la fois sur des relations tout à fait correctes avec Ursula von der Leyen. Elle a notamment fait pression pour que l'Union européenne se saisisse de la question migratoire, ce qui a commencé à être le cas. Mais elle a aussi de très bonnes relations avec Donald Trump, ce qui lui permet aussi de peser, parce que finalement, elle est devenue la courroie de transmission entre des Européens qui ne peuvent plus parler à Donald Trump, quasiment. C'est le cas surtout de Macron, mais aussi de von der Leyen, d'une certaine manière.
tout en maintenant aussi des relations assez, je dirais, correctes avec les Russes. Et donc, il faut voir que, je dirais, c'est du cousu humain pays par pays ensuite. La stratégie de ces antimondialistes, elle est faite aussi de pragmatisme, certainement qu'il voudrait aller beaucoup plus loin, certainement que Giorgia Meloni voudrait stopper totalement l'immigration en direction de l'Italie. Malheureusement, et de leur point de vue, ils sont obligés, je dirais au moins à court terme, de faire preuve de pragmatisme et de négocier, d'aller jouer le rapport de force, d'aller assumer, d'aller mettre un rapport de force avec Bruxelles notamment, tout en évidemment, je dirais, gardant le sourire, parce que toutes ces réunions, quand on voit les Italiens à Bruxelles, je dirais, tout se passe dans le feutré. Mm. C'est assez intéressant de voir que pendant longtemps, on nous expliquait que l'antimondialisme, c'était le repli sur soi. Et là, ce qu'on voit se créer, c'est quand même une espèce d'alliance entre ces différents pays et ces différentes personnalités qui veulent refuser le mondialisme. Et ça va même jusqu'à, pourquoi pas, s'allier avec Donald Trump qui essaie de tracer cette voie-là. Donc on est dans l'antimondialisme, mais en même temps de façon assez étendue. Oui, en fait, c'est vrai que tous les gens qu'on a rencontrés nous disent qu'il y a un besoin, je dirais, de coopération entre les pays européens parce qu'il y a des problématiques qui sont communes. La problématique migratoire, évidemment, elle est très importante, mais qu'ils refusent l'Europe de Bruxelles telle qu'elle est, je dirais, actuellement en place et qu'ils veulent la réformer. Donc, effectivement, c'est ce qu'on disait il y a un instant. La stratégie de la plupart de ces dirigeants européens, c'est de pouvoir prendre le pouvoir à Bruxelles pour pouvoir réformer l'Union européenne, pour pouvoir redonner plus de souveraineté à chacun des États et développer des coopérations entre États-nations. C'est d'ailleurs, je dirais, si on reprend un peu la position des eurosceptiques ou des opposants de l'Union européenne, même en France, il y a 20 ou 30 ans, c'est exactement ce qui était proposé. Il faut se rappeler des propositions du Rassemblement national ou de Bruno Maigret à l'époque, c'était exactement ce qu'il proposait. Bon, là, je dirais, cette thématique, on l'aurait traitée il y a 10, 20 ou 30 ans, on nous aurait pris pour des fous, on aurait été taxé de complotistes, ouais, etc. Aujourd'hui, on voit que, parce que c'est assumé par ces leaders européens qui sont au pouvoir, ou qui sont tout à côté du pouvoir, mais qui sont élus, qui sont députés dans leurs parlements nationaux, qui sont députés européens, eh bien, on voit que c'est aujourd'hui la thématique centrale aussi parce qu'il y a l'arrivée de Donald Trump, et que l'arrivée de Donald Trump, avec la présence des équipes des MAGA en Europe pour soutenir tous ces mouvements, eh bien, ça rend possible ce qui était impossible il y a encore 10 ans. C'est-à-dire que là, dans un certain nombre de pays, y compris d'ailleurs en France, on le voit, les mouvements souverainistes, patriotes, sont aux portes du pouvoir et font trembler Bruxelles. C'est ce qui est le plus intéressant. Alors, il y a quand même, justement, avec cette arrivée de Donald Trump, une crispation de la part des pouvoirs des dirigeants européens en place et qui donc seraient plutôt mondialistes, avec cette idée que l'Union européenne, l'Europe, pourrait devenir une espèce de bastion du wokisme. On a déjà quelques Américains qui expliquent qu'ils vont fuir vers l'Europe, qu'ils vont fuir Donald Trump et venir se réfugier en Europe. Donc oui, on a cette émergence des antimondialistes, et en même temps, est-ce que la bataille ne fait pas que commencer, avec quand même une partie de nos dirigeants qui va tout faire pour s'imposer justement dans cette voie du mondialisme et du wokisme? Bah oui, c'est un réflexe. Aujourd'hui, Bruxelles tremble. Je dirais les fédéralistes, les mondialistes européens, c'est la même chose. Je veux dire, le fédéralisme européen n'est qu'une étape du mondialisme. Donc, c'est, je dirais, le projet mondialiste à l'échelle européenne. Mais effectivement, il y a plus que jamais, il y a aujourd'hui une crainte de ces dirigeants européens parce que ils sont pris en étau entre Donald Trump à l'ouest, Vladimir Poutine à l'est, et puis qu'à l'intérieur de l'Europe, il y a ces mouvements qui entretiennent d'ailleurs souvent de très bonnes relations avec Donald Trump, mais aussi qui ont un jeu, je dirais, assez équilibré avec la Russie. Et tout ça, ça met une pression qu'on n'a jamais trouvée sur les élites de Bruxelles. Donc, il y a un raidissement du pouvoir, on le voit en matière d'accès à l'information. Et on voit aussi qu'ils accélèrent l'agenda, c'est-à-dire qu'il faut passer devant cette triple menace. Il faut absolument accélérer vers l'Europe fédérale.
Et donc, on a Emmanuel Macron qui trahit les agriculteurs français sur le Mercosur. Mais il y a bien d'autres exemples. Et on voit que je me suis infligé d'écouter le débat entre Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, et Jean-Luc Mélenchon. On voit que les deux, c'est-à-dire les progressistes du centre et l'extrême gauche, veulent aller le plus vite possible vers l'intégration européenne, vers la perte de souveraineté. Évidemment, la priorité pour Macron, c'est l'Europe de la défense, une armée européenne, une agence commune de renseignement, une diplomatie européenne. Et on voit qu'ils accélèrent parce qu'ils sentent que les choses sont en train de tourner. Et surtout, au-delà des dirigeants, ce qu'il faut bien comprendre, il faut se remettre à l'échelle des peuples. Il y a quand même un réveil parce que quand on parle du Mercosur, les agriculteurs, non seulement trahis, mais aussi pris pour des imbéciles par Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui se passe, je dirais, chez les citoyens, qui sont en train de prendre conscience qu'en fait, ils sont vendus à la découpe pour en fait, et on cherche en fait les intérêts français, et effectivement, il n'y en a pas. Le fait d'avoir vendu les agriculteurs français sur l'hôtel du Mercosur à Bruxelles, c'est pour Emmanuel Macron, ça fait partie de l'agenda, mais il a certainement dit autre chose. Voilà, mais c'est totalement antinational. Donc si c'est antinational, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants politiques qui sont dans la majorité à Bruxelles n'en ont strictement rien à faire des peuples. Oui. Donc il y a un réveil, et donc ça rend possible, je dirais, y compris en France, souhaitons-le, eh bien une bascule aux prochaines élections présidentielles. C'est dans ce sens que va Lionel Balland, donc, que vous avez interrogé. Et chers auditeurs, on vous invite encore une fois à retrouver cet entretien donc, dans le dernier numéro d'Omerta, qui explique qu'il y a cette nostalgie de l'État-nation et qui doit probablement être réactivée par ce genre de décision de nos dirigeants. C'est le genre de cas qu'on a pu observer également en Roumanie, avec donc la candidature de Călin Georgescu qui a été d'abord invalidée, et puis l'émergence ensuite de George Simeon. Vous avez pu l'interroger, et donc son cas est particulièrement intéressant puisqu'on voit toutes les manipulations du pouvoir en place, et donc notamment de l'Union européenne pour pouvoir garder le jeu politique en main, et la façon dont le peuple se crispe autour de cette question et a tendance par réflexe de rejet à justement se diriger vers des populistes, vers ces anti-mondialistes. Et donc, voilà, j'imagine le genre de discussion que vous avez pu avoir avec George Simeon. Oui, ce qu'on retient surtout, c'est que quand un pays peut basculer, notamment dans ces pays de l'Est, eh bien, il y a le vent de panique, notamment en France, fait que il y a les dirigeants européistes, eh bien, montent des opérations d'ingérence à grande échelle pour éviter que ces pays ne basculent. Voilà. Donc c'est le cas en Roumanie. Et il y a aussi le cas en Moldavie, il y a le cas géorgien aussi, qui est très intéressant. Bon, ils ne sont pas dans l'Union européenne, mais enfin, ils sont quand même ça fait quand même partie du continent européen. Et on voit l'activisme vraiment, notamment d'Emmanuel Macron, pour faire battre ses candidats. Et il y a un exemple, au-delà de la Roumanie, qui est très intéressant, c'est celui du président polonais, donc du candidat nationaliste, qui avait le tort d'être, je dirais, boxeur. Enfin, il avait un profil très classique qui plaisait aux Polonais. Et Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, bien que cette dernière soit beaucoup plus... En fait, elle est plus maligne, elle laisse Macron prendre les coups, elle est en première ligne et mener le combat. Elle est contre les points, elle est derrière, je dirais, elle guide. Elle guide la main, mais il y a une campagne contre ce candidat, vraiment assumée, y compris par le Quai d'Orsay, qui a expliqué que c'était un candidat d'extrême droite, qu'il était pro-russe, etc., et qui a quand même réussi à se faire élire et à monter sur la première marche du podium. Donc c'est intéressant, mais on voit, à mesure que les antimondialistes, les souverainistes, les patriotes, on appelle ça comme on veut, sont en train de monter, on voit qu'il y a des mesures de rétorsion. Enfin, en face, il y a un combat qui se prépare. C'est d'ailleurs ce que j'écris, c'est que je dirais le combat se déroulera certainement dans les urnes, mais il va y avoir un moment, il va y avoir match à l'échelle européenne. En France, ça commence par l'élection présidentielle, mais les prochaines élections européennes, si on prend en compte cette montée populaire des souverainistes, des patriotes, eh bien, elle peut faire basculer le pouvoir à Bruxelles.
Ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir la façon dont le wokisme participe à activer encore une fois ce sentiment anti-mondialiste. C'est-à-dire qu'il y a quand même les deux termes finissent par se fondre et on a, à travers les différentes figures que vous interrogez, aussi de nouvelles valeurs qui émergent, ou en tout cas ces valeurs conservatrices qui pendant ces dernières années étaient considérées comme ringardes et qui aujourd'hui retrouvent quelques lettres de noblesse, en tout cas qui sont plus acceptées par la population, et donc notamment ce souci de la famille, de l'identité, et puis aussi toutes les questions de genre. Oui, parce que le mondialisme, en fait, c'est une idéologie qui veut, je dirais, casser les États-nations et qui veut, en réalité, qui prépare un grand brassage mondial, ethnique, culturel, religieux. Euh, et effectivement, il y a en corollaire, je dirais, il y a des idéologies qui sont d'ailleurs apparues aux États-Unis avec le mouvement démocrate, puisque quand on parle de mondialisme, il faut revenir, la source du mondialisme, c'est le monde anglo-saxon protestant. Et donc, c'est le courant démocrate américain. Donc, on voit que le wokisme, qui est une des courroies du mondialisme, puisque via le wokisme, effectivement, on casse les valeurs traditionnelles, on casse la famille, on casse aussi l'histoire des peuples, hein, notamment des peuples blancs, des peuples européens, parce que il faut dire que le mondialisme commence d'abord chez les blancs, hein. Mais en réalité, le projet a pour objectif la planète entière. Mais il y a, à mesure que le projet mondialiste s'est développé, ça a été tellement loin dans certains domaines que les gens qui ont quand même je dirais, certaines personnes un peu décérébrées ou déstructurées, beaucoup ont quand même compris que ça allait trop loin et sont en train de revenir. Et c'est pour ça que effectivement, le combat sociétal et le combat culturel sont au cœur du projet des antimondialistes, ou si on le prend de manière positive, des patriotes, des souverainistes. Ça fait partie de la colonne vertébrale de tous ces mouvements, parce qu'il faut redonner au peuple, en fait, l'envie d'exister. Hein. On parle de crise démographique, mais on ne peut pas avoir de démographie positive si on ne donne pas d'espoir aux gens. Et on donne de l'espoir aux gens quand on remet un cadre, des valeurs, et je dirais quand les gens sont capables de se projeter, voilà, dans quelque chose de positif et je dirais dans un élan vital qui les pousse à créer. Voilà. Donc, effectivement, le wokisme est au recul aux États-Unis. Ça aussi, on le doit à Donald Trump. Donald Trump s'en est pris à l'immigration clandestine, à l'immigration illégale. On le voit d'ailleurs avec sa police spéciale, la ICE. Mais il s'en est pris aussi aux mondialistes. Et si on parle en ce moment beaucoup de son action internationale, il faut regarder ce qu'il fait aux États-Unis. C'est absolument remarquable, quoi. La guerre aux wokistes, je dirais, il a pris le problème à bras-le-corps. Il est en train de démonter systématiquement toute l'architecture woke aux États-Unis, ce qui donne aussi des idées à tous ces dirigeants européens, à tous ces souverainistes, parce qu'il va falloir aussi s'occuper du problème. Et en Europe, on a atteint un stade avancé du wokisme. Ouais. L'autre aspect de cette idéologie mondialiste, c'est évidemment l'immigration. Et donc là-dessus, on a un exemple frappant au sein de l'Union européenne de ce que peut donner cette lutte contre l'immigration avec Matteo Salvini. Et puis également Laura Ravetto que vous avez reçu. Encore une fois, 2 entretiens, chers auditeurs, que vous pourrez retrouver dans ce dernier numéro d'Omerta. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces échanges que vous avez eus avec Charles d'Anjou ? Oui, parce que c'est vrai que en 2 minutes, avant de me rendre en Italie, beaucoup d'amis ou de connaissances me disaient, mais tu sais, les Italiens, ils n'ont pas fait grand-chose, etc. Bon, quand on va en Italie, on voit la différence. Je peux dire que j'ai vu Rome il y a 10 ans avec les Nigérians installés au centre de Rome en train de vendre pas des tours Eiffel, mais des Colisées. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. On s'est rendu à Lampedusa, on a rencontré le maire, on a rencontré la Guardia Civile, on a pu faire le tour de l'île. Par beau temps, par mer calme, on a vu qu'il y avait les arrivées de migrants ont chuté de manière drastique. Alors, la politique de Giorgia Meloni, encore une fois, c'est une politique de pragmatisme parce qu'elle est au pouvoir et elle doit composer et elle doit garder le pouvoir. Hein, on ne fait pas tout dans les 6 premiers mois ou dans les 5 premières années d'un mandat, y compris en Italie. Donc, ce qu'elle a fait, c'est très intelligent, c'est qu'elle est allée en Afrique, notamment au Maghreb, et elle a passé des partenariats, notamment avec la Tunisie, 130 millions d'euros, en échange de quoi les Tunisiens bloquent les bateaux. Et aujourd'hui, et on l'a vu à Lampedusa, il y a très peu d'arrivées de migrants illégaux.
Alors, puisque l'économie italienne en a besoin, il y a comment dirais-je, elle a légalisé un certain nombre d'immigrés sans leur donner le passeport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont des visas de travail, mais demain, avec les accords conclus avec la Tunisie, elle peut d'ailleurs, comme le font d'autres pays, les renvoyer s'il y a plus de besoins économiques. Donc, c'est pas la panacée, mais c'est quand même beaucoup mieux que tout ce qu'on a fait en France depuis 50 ans. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Charles Danjou, d'avoir été avec nous pour nous présenter ce dernier numéro d'Omerta. Bon, il y avait encore plein d'autres choses à découvrir dedans, mais on laissera les auditeurs le découvrir eux-mêmes. Voilà, donc Antimondialistes, les patriotes à la reconquête de l'Europe. Vous pouvez le trouver en kiosque ou sur le site internet d'Omerta, chers auditeurs. Charles Danjou, je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, merci encore une fois pour cette note positive que vous offrez aux auditeurs de Radio Courtoisie. Merci Liselotte, merci à tous.